Compte. Le son est bon. Le son, c'est bon, ça va? Le son, c'est tu veux faire plus ça. Alors, allons-y. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet e-learning proposé par l'UNGE pour les membres de l'UNGE. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir dans les locaux d'Idealco, partenaire de l'UNGE. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et c'est bien normal, je suis Camille Roger et j'anime chez Idealco plusieurs réseaux professionnels dont le réseau urbanisme et aménagement. Et nous vous proposons aujourd'hui un e-learning sur le thème des origines de propriété, indivision et servitude. J'ai pour cela 3 intervenants à mes côtés. Que je vais rapidement nommer et je vous demanderai à chacun d'entre vous de vous présenter plus en détail. Donc nous avons Isabelle Malformasson au centre. Vous êtes généalogiste professionnelle et vice-présidente du CIGEN, si je ne me trompe pas. À vos côtés, 2 autres membres d'ailleurs du CIGEN, n'est-ce pas? Monsieur Olivier Moine, directeur de Moine et Associés, et Monsieur Julien Debras, généalogiste successoral. Est-ce que vous voulez, en quelques mots, vous présenter chacun à votre tour avant que nous démarrions vraiment dans le contenu de l'intervention? Si vous voulez, alors, tout d'abord pour brosser un petit peu le métier de généalogiste successoral, alors je ne sais pas qui nous avons en face de nous, c'est un petit peu compliqué de s'exprimer de cette façon-là, on va essayer de le faire du mieux possible. Quoi qu'il en soit, on avait fait une intervention à Avignon il y a quelques temps devant votre profession, donc peut-être des gens sont déjà un petit peu au fait de l'énoncé qu'on va vous proposer aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, le métier de généalogiste successoral regroupe différentes activités. Notre activité principale à nous 3, que ce soit Julien à Paris, Isabelle au Puy-en-Velay ou moi à Lyon, c'est une activité de généalogie successorale, donc dans le cadre de règlement de succession. Ça représente aujourd'hui à peu près 50 ou 60% de notre activité, et c'est vrai que nous avons une activité à côté de cela qui est une activité d'origine de propriété, de recherche d'indivisaires ou de recherche d'origine de servitude, et nous mettons au service des professions comme les vôtres ou des mairies, des administrations, etc., pour remonter des origines de propriété et résoudre des problématiques qu'il peut y avoir aujourd'hui sur le territoire français. Voilà. Donc moi plus spécifiquement, je travaille sur les successions, les recherches d'héritiers dans le cadre de succession, un petit peu d'origine de propriété sur Lyon et sur toute la France. Je vais laisser la parole à Isabelle qui, elle, est un petit peu plus spécialisée dans les recherches d'origine de propriété. On a préparé des cas pratiques qu'on va pouvoir vous exposer, qui vont peut-être vous permettre de nous poser des questions. Peut-être le mieux, ça serait que si vous avez des questions en amont, de nous les poser, afin de nous permettre d'aiguiller un petit peu le discours qu'on va pouvoir vous proposer cet après-midi et qu'il ne soit pas en sens unique. N'hésitez pas à nous les poser. Voilà. Je laisse la parole à Isabelle. Bonjour, donc je suis Isabelle Malformasson, je suis la présidente du CIGEN. Donc vous êtes présidente, donc je me suis trompée. J'ai vu votre regard qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je n'avais pas les informations exactes. J'ai bien compris. Alors je vous laisse vous représenter derrière. Donc très rapidement, le CIGEN est donc un syndicat de généalogistes professionnels. Nous regroupons une trentaine de cabinets sur l'ensemble de la France. Et parmi nos membres, un certain nombre d'entre eux font effectivement des recherches foncières. Donc que ce soit des recherches foncières amiables ou contentieuses, nous pouvons intervenir à la demande de tout mandant, que ce soit un professionnel tel qu'un notaire, un avocat, un géomètre. Ça peut être également une collectivité, une commune, notamment dans le cas de biens en péril, ou bien de particuliers souhaitant racheter un bien dont on ne connaît pas les propriétaires. Donc nos interventions sont multiples, sont à chaque fois personnalisées suivant le cas qui nous est exposé. Dans tous les cas, nous retrouvons le ou les titres de propriété qui font défaut à la résolution du problème, et nous retrouvons les ayants droit actuels, vivants, soit ceux directement mentionnés dans le titre de propriété retrouvé, soit leurs descendants. Plus généralement, nos interventions sont une plus-value pour le client lorsque le fichier immobilier s'avère insuffisant, c'est-à-dire lorsque l'origine du problème est antérieure au 1er janvier 1956. Voilà, je vais laisser la parole à mon confrère Julien Debras. Bonjour, donc Julien Debras, je suis généalogiste successoral installé à Paris. Je ne vais pas rajouter grand-chose par rapport à ce qu'ont dit déjà Isabelle et Olivier. Effectivement, c'est exactement ça. Le cœur de notre métier, c'est la recherche d'héritiers.
On a développé une véritable expertise à partir de cette mission qui est la nôtre, hein. Et cette mission s'étend maintenant effectivement à différents cas, dont la recherche d'origine de propriété, qui a des applications multiples et variées. Pour ma part, j'ai beaucoup travaillé avec plusieurs collectivités territoriales dans la région parisienne. Ce qui a été très apprécié dans la démarche, c'est qu'effectivement les maires sont responsables civilement et pénalement des biens et de ce qui peut s'y produire, notamment tout ce qui concerne les squats, mais aussi accidents ou autres. Et effectivement, quand on peut leur proposer de déjà prendre en charge l'assurance des biens, puisque c'est ce que nous faisons, et ensuite retrouver et les propriétaires, et bien souvent ceux-ci sont décédés, donc et leurs ayants droit, et régler la situation, c'est un soulagement énorme pour les communes. Au-delà de ça, les problématiques qui sont plus propres à votre profession, ce qui concerne les problèmes de délimitation de parcelles, de servitude, enfin, tout ce que vous pouvez rencontrer, lié justement à des inconnus propres à la propriété, c'est effectivement un service que l'on peut rendre, que l'on peut développer, qu'on a déjà mis en place. On travaille avec quelques géomètres. Et c'est aussi un échange qui se produit, c'est pas à sens unique, mais ça on aura l'occasion de vous en reparler un peu plus tard, puisqu'effectivement vous avez aussi des éléments qui peuvent nous être utiles, nous, dans notre démarche. Je vous remercie tous les trois pour ces présentations plus détaillées. Alors, j'ai quelques indications à donner à nos participants qui sont très nombreux puisque nous atteignons les 80 quasiment. Donc, nous souhaiterions que vous soyez le plus participatif possible puisque, comme vous vous en doutez, il est difficile pour des intervenants de s'adresser à des participants qui ne le voient pas et qui ne peuvent pas entendre. Donc, on va vous demander d'être particulièrement interactif dans la mesure du possible, même si tout se passe par écrit. Alors, comment faire pour poser des questions, puisqu'évidemment vous pouvez en poser. Vous avez en bas de votre écran un module qui s'appelle des questions, interagissez ici. Vous pouvez taper vos questions sur ce module, c'est moi qui les reçois, donc je vous interromprai lorsque je les recevrai pour vous les poser. Et on va essayer de cette façon-là de rendre la formation la plus interactive possible. Ensuite, n'oubliez pas que la formation est enregistrée, que le support de présentation que nos intervenants vont vous proposer vous seront communiqués, envoyés par la suite dans les tout prochains jours pour que vous puissiez consulter de nouveau le support ou revoir certains moments de la formation si jamais vous avez besoin de revenir sur un sujet particulier. Je ne suis pas plus longue, je vous bascule sur l'écran avec le support de présentation au milieu. Vous avez la main pour passer les diapos et sinon vous pouvez toujours me le demander. Si vous le souhaitez pour votre confort visuel, vous allez pouvoir mettre en plein écran le support. D'accord. Vous voyez à côté de arrêter le partage, juste en dessous, vous avez des petites flèches. C'est un petit à côté, pardon. Voilà, ici, plein écran. Voilà, comme ça, vous êtes moins perturbé aussi par la vidéo. Je trouve ça plus confortable. Exactement. Je vous laisse démarrer. D'accord. Alors peut-être ce qui est intéressant d'expliquer avant de démarrer peut-être des cas pratiques qui pourraient susciter des questions, c'est d'expliquer qu'en fait notre mission, au-delà d'un simple mandat de rechercher des propriétaires ou des indivisaires ou de rétablir une origine de propriété, on a une mission complète, c'est-à-dire que notre prescripteur à l'origine nous demande d'effectuer une mission. Mais notre métier s'arrête pas simplement à l'établissement de la dévolution successorale, c'est-à-dire la généalogie dans son ensemble de la recherche de l'héritier partant d'un propriétaire connu ou à découvrir. Et à partir du moment où on a retrouvé les héritiers, on les accompagne dans tout le processus de liquidation de la parcelle, si c'est une parcelle ou d'une indivision sur une SCI potentielle, ou etc., etc. Ce qui veut dire que on a notre casquette de généalogiste pour établir la dévolution successorale d'une personne, mais on a aussi notre casquette juridique pour accompagner les héritiers ou les ayants droit retrouvés dans toutes les opérations de liquidation et de remise en conformité d'une origine de propriété qui n'a pas été il y a une centaine d'années par exemple. Sous couvert d'un mandat de représentation, on accompagne ces gens-là. Nous ne sommes pas notaires, donc nous ne sommes pas rédacteurs d'actes, bien évidemment, mais c'est nous qui préparons tous les projets en fonction de l'établissement de la dévolution successorale qu'on a rédigé. Et on va être le facilitateur, si je peux utiliser ce terme-là, on va être le facilitateur et le relais quasiment incontournable
entre le notaire à l'origine et notre prescripteur et les héritiers qu'on va retrouver pour mener jusqu'à son terme le dossier qui nous a été confié en amont. Voilà. Donc pour résumer, on fait la recherche des ayants droit et des héritiers qu'on retrouve, on les contacte et on les accompagne dans le processus de liquidation du dossier. Voilà. Je pense que c'est important à stipuler parce que on n'a pas seulement la casquette de retrouver les héritiers, après de donner notre tableau généalogique et de laisser les gens se débrouiller. Non. Donc je laisse la parole à Isabelle qui va vous exposer, sauf s'il y a des questions, mais pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Bon. Donc en fait, je pense que le véritable intérêt de recourir à un généalogiste en matière de problèmes fonciers, notamment pour vous qui êtes géomètre expert, c'est de retrouver des documents et de retrouver des individus que seuls vous n'êtes pas en mesure de retrouver. C'est-à-dire que pour la plupart d'entre vous, vous avez recours aux fichiers immobiliers pour pouvoir identifier les propriétaires d'un bien. Mais ça ne suffit pas toujours. Donc, lorsque vous avez un bornage à effectuer et que la matrice cadastrale a dit qu'un propriétaire qui est introuvable, que vous ne pouvez pas identifier par le fichier immobilier, pour le convoquer à un bornage, c'est bien évidemment extrêmement compliqué, voire impossible. Lorsqu'il s'agit de permettre la mutation d'un immeuble, de la même façon, il faut pouvoir prouver que le vendeur est bien le propriétaire en titre et le seul propriétaire, et non pas le propriétaire apparent, celui qui est mentionné sur la matrice cadastrale. De la même manière, les communes peuvent être tentées et se lancer dans l'incorporation de biens paraissant complètement abandonnés, non entretenus et sans propriétaire apparent. Néanmoins, ça représente un risque pour la commune et donc il y a intérêt à retrouver le véritable propriétaire, même si celui-ci est décédé depuis des années. Ses héritiers sont toujours titulaires de droits de propriété, du fait que le droit de propriété est imprescriptible. De la même manière, certaines servitudes existent sans qu'on en connaisse l'origine et la recherche des titres à l'origine de la création de la servitude conventionnelle s'avère parfaitement indispensable pour pouvoir justifier de cette servitude. Pardon. Donc tout ça, les généalogistes professionnels savent le faire, quelle que soit la date du problème, que ce soit un problème récent ou beaucoup plus ancien. Le généalogiste professionnel sait naviguer dans toute la documentation ancienne, antérieure au fichier immobilier, que ce soit les documents de l'enregistrement ou des hypothèques, puisque les hypothèques ont une existence très ancienne qui remonte au XVIIIe siècle. Voilà. Olivier vous a expliqué que le généalogiste est aussi le représentant d'une indivision, donc je ne vais pas m'attarder davantage. De la même manière, lorsque il n'y a pas eu de servitude conventionnelle, mais qu'un fonds est enclavé, il s'avère nécessaire de procéder à une recherche de titres pour déterminer sur quelle parcelle une servitude doit être recherchée sur le fondement de l'article 684 du Code civil. Nous rentrerons plus en détail sur ce cas particulier tout à l'heure en vous présentant un cas particulier, justement. Donc, nous avons une habilitation qui nous est donnée par le directeur du service interministériel des archives de France et une autre par le procureur de la République qui nous permet d'accéder à des sources qui sont des sources protégées, qui ne sont pas publiques, notamment l'état civil de moins de 75 ans. Et toutes nos activités sont assurées, c'est-à-dire qu'en cas d'erreur dans la désignation des ayants droit d'un bien ou en cas d'omission d'un de ces ayants droit, c'est notre responsabilité qui est engagée et non pas le donneur d'ordre. Que l'on travaille pour un avocat, un géomètre ou un notaire, en cas d'erreur, c'est notre responsabilité qui se trouve pleinement engagée. Je vais laisser la parole à Julien pour évoquer la notion de droit de propriété. Alors le droit de propriété, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie beaucoup, qui est très vaste. En ce qui nous concerne, il faut déjà partir d'un constat.
il nous arrive assez régulièrement qu'on nous remette des documents sur un bien qui est soi-disant abandonné. Pour parler d'une façon générique, hein, après il y a différents statuts d'un bien qui n'a plus de propriétaire identifié. Généralement, on nous donne des documents. Alors, il arrive qu'il y ait un nom de propriétaire ou pas, mais il est extrêmement rare qu'on ne puisse pas identifier un propriétaire. Que ce soit d'une façon ou d'une autre, je ne crois pas avoir jamais eu de cas dans lesquels on ne puisse pas identifier une personne, parce que en France, en tout cas, la propriété est quelque chose d'extrêmement protégé, d'extrêmement codifié, et comme l'a rappelé Isabelle, depuis le XVIIIe siècle par les hypothèques, nous avons des documents qui permettent de remonter véritablement jusque-là pour tracer ce lien entre une personne et son bien. Donc tout immeuble a nécessairement un propriétaire, quelle que soit la date. Donc pourquoi? Et alors, effectivement, ce droit de propriété, il est imprescriptible. On entend dire que les actions sur l'immobilier se prescrivent par une période trentenaire, permettent à une personne qui a entretenu le bien, mon père de famille, qui a entretenu le bien correctement pendant 30 ans et pas seulement payer les charges liées au bien, peut se prévaloir du titre de propriétaire du bien, ce qu'on appelle l'usucapion, qui est sanctionné par une notoriété acquisitive. Malheureusement, ces notoriétés acquisitives, les notaires sont extrêmement frileux pour les rédiger. Pourquoi? Parce que le droit de propriété étant imprescriptible, cet acte est d'une fragilité sans nom. Il peut être remis en cause par les ayants droit du propriétaire titré si jamais on peut prouver qu'il y a effectivement un titre de propriété. Voilà, donc c'est quelque chose d'important parce qu'on assiste à des situations parfois qui sont un peu kafkaïennes, et la recherche de ces droits et de ces titres, de ces documents est vraiment fondamentale pour résoudre des cas qui peuvent parfois tourner au tragique. Exemple typique, le Code général de la propriété des personnes publiques, le fameux CG3P, énonce, alors je n'ai plus le numéro de l'article en tête, c'est très dommage, hein. Mais malheureusement je n'ai pas ta mémoire, énonce que un bien, même acquis par la mairie, incorporé au domaine public, et ce, quel que soit le délai, peut être revendiqué par les ayants droit sur justement publication du titre et justification de la dévolution successorale. Et là, le bien doit être restitué soit en nature, soit à sa valeur au jour de l'aliénation par la commune. Donc vous voyez, même les personnes publiques sont soumises à ce respect du droit de la propriété. Et effectivement, je vous disais tout à l'heure qu'on assiste à des situations un peu kafkaïennes parfois, alors que ce soit pour des problèmes de servitude, hein, Isabelle connaît davantage le problème que moi, pour des problèmes de délimitation de terrain par rapport à un propriétaire qui prétend pouvoir avoir l'usage du terrain de la parcelle qui est à côté de la sienne, des histoires de lutte de famille, etc. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Là, pour le coup, faire appel à un généalogiste, ça permet, et d'une, de faire intervenir un tiers, donc de ne plus être dans le côté passionnel du conflit qui peut être ouvert. D'avoir recours à un généalogiste, c'est aussi la certitude d'avoir recours à des documents objectifs, des documents qui ne seront pas contestables, parce qu'ils émanent, Isabelle l'a rappelé, des administrations publiques qui elles-mêmes sont alimentées par des officiers ministériels, les notaires, donc des actes qui sont incontestables, qui protègent ce droit de propriété qui est imprescriptible, et à partir de là, on peut arriver à mettre les gens d'accord. Alors après, plus ou moins bonne foi des intervenants, ça peut ne pas totalement résoudre les situations, mais d'une façon générale, les documents permettent quand même d'établir les droits de chacun, de les faire respecter et de résoudre les problématiques qui peuvent se poser. Voilà. Je sais pas si je continue sur le fichier immobilier. Donc, je vous laisse poursuivre. Tu veux continuer Non, si je vais. Ouais. D'accord. Donc, je pense que le fichier immobilier vous est à tous connu. C'est une création qui a été mise en place au 1er janvier 1956, qui fait que depuis cette date,
absolument tous les actes de mutation sont transcrits au lieu de conservation des hypothèques autrefois et donc au lieu de service de publicité foncière aujourd'hui du bien. C'est-à-dire que chaque mutation d'immeuble, chaque création de servitude, chaque modification parcellaire donne lieu à une inscription à ce fichier et ce fichier permet donc d'avoir une traçabilité a priori exhaustive par parcelle et par individu de l'ensemble immobilier français. À ceci près que cette création étant du 1er janvier 1956, toutes les mutations antérieures à cette date-là n'apparaissent pas au fichier par définition. Donc toutes les successions qui sont intervenues avant le 1er janvier 1956, nous ne les voyons pas en interrogeant le service de publicité foncière. Et de plus, ce service est tenu de délivrer un état-réponse sur une durée de 50 ans. Donc, nous sommes en 1969, si nous faisons 2019 moins 50 ans, nous avons donc une vue des mutations intervenues sur la parcelle qui nous intéresse depuis 1969 seulement. Par ailleurs, la réfection des plans cadastraux qui intervient régulièrement, que ce soit par voie de révision totale ou par voie de rénovation, voire de remembrement, donne lieu à une inscription au fichier immobilier. Donc il peut arriver que nous connaissions la référence actuelle de la parcelle, mais pas celle antérieure à cette révision ou à ce remembrement. Donc il peut apparaître délicat d'interroger les fichiers immobiliers sur la base d'une référence cadastrale qui n'existait pas il y a 48 ou 49 ans. Voilà. Donc le généalogiste a l'habitude, c'est manier toute la documentation cadastrale qui va lui permettre de retrouver cette numérotation ancienne, de tracer la numérotation de la parcelle depuis le cadastre napoléonien jusqu'à la référence actuelle. Bien évidemment, les géomètres experts aussi savent le faire, mais pour nous, c'est un préalable toujours indispensable pour pouvoir ensuite retrouver le ou les titres de propriété qui, suivant les époques, ne vont pas porter sur les mêmes numéros cadastraux. La réponse du service de la publicité foncière peut donc s'avérer totalement négative et ne pas permettre d'identifier un ou des propriétaires avec ce seul moyen. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avant le 1er janvier 1956, le fichier immobilier n'existait certes pas, mais de plus, il n'était absolument pas obligatoire d'établir une attestation immobilière après décès. Il en existe, mais ce n'était pas systématique. Et la transcription des actes de mutation aux hypothèques était facultative et non pas obligatoire, comme depuis le 1er janvier 1956. La conséquence immédiate, c'est que la recherche de titres de propriété devient plus complexe et nécessite de manipuler davantage de sources documentaires. Vous n'avez pas de questions? Je n'ai pas de questions. Ah, si, j'ai des questions. Vous voyez, j'ai levé le nez. Alors, comment avez-vous accès au cadastre napoléonien? Le cadastre napoléonien, principalement, on le trouve dans les centres de dépôt d'archives, l'archive départementale principalement. Parfois, certaines mairies le conservent. J'ai pu faire des recherches en mairie qui possédaient dans leurs archives municipales des planches du cadastre napoléonien. Alors je parle pour des mairies de la région parisienne que je connais, mais il me semble qu'en province ça doit être faisable aussi. C'est exactement pareil. On les trouve aussi. Oui. Voilà, donc ce sont les deux principaux centres de consultation de ces documents. Très bien. Vous aviez fait référence à des délais. On me demande si ce sont les mêmes pour le livre foncier d'Alsace-Moselle. Alors là, je crois qu'il faut qu'on soit très franc. Nous n'avons pas d'expérience particulière sur le livre foncier. On a de la documentation, mais pour ma part, moi, je n'ai jamais travaillé dans cette région.
Julien? Non. Non. Non, voilà. En revanche, donc là, on est navré, mais en revanche, on peut noter ce genre de choses et peut-être fournir des réponses à ce type de questions particulières. Vers monsieur ou madame Osterman, d'accord. De toute façon, les questions vous sont transmises a posteriori, donc s'il y a des réponses en suspens, vous pourrez toujours revenir vers nous. Nous savons comment ça fonctionne, mais après, question délai. C'est le délai d'accès au livre foncier, hein, je crois qu'il en Alsace. C'est ça, mais le participant peut tout à fait préciser la question s'il le souhaite. Oui. Ce sera, c'est bienvenu et comme ça vous permettra de mieux y répondre a posteriori. Merci pour vos questions. Je n'en ai pas d'autres pour le moment. Si vous voulez démarrer les cas pratiques. Donc le premier cas pratique est un cas amiable, c'est-à-dire qu'un particulier souhaite racheter une parcelle qui touche la sienne et qui est complètement abandonnée. Son premier réflexe est d'aller en mairie consulter la matrice cadastrale et constater que la parcelle qui l'intéresse est portée au compte d'un individu qui est né en l'an 000. C'est extrêmement fréquent quand les services fonciers, les services des impôts plutôt, n'ont pas vraiment d'informations. Ils mettent une date de naissance qui est 4 fois 0. Ça correspond en général à des individus décédés ou disparus depuis des décennies. Petite parenthèse, le cadastre, c'est un document fiscal destiné uniquement à collecter l'impôt foncier et donc les informations détenues par ce service ne sont pas toujours en corrélation avec le fichier immobilier. C'est censé l'être depuis 1956, mais c'est pas toujours le cas. Donc là, typiquement, les impôts ne recouvrent plus l'impôt sûrement depuis très longtemps sur la parcelle et n'ont pas de véritable information sur l'état civil du dernier propriétaire qui a pu payer l'impôt. Donc, Monsieur Fontaine, qui souhaite racheter cette parcelle, interroge le service de publicité foncière en demandant quels sont les actes publiés pour cette parcelle au fichier immobilier. En fait, la réponse lui revient totalement vierge. Cette parcelle n'a jamais officiellement changé de main depuis 1969. Donc, sans information sur l'identité du dernier propriétaire et sans information sur une mutation éventuelle, un généalogiste est mandaté. Donc, la première chose, le généalogiste va identifier qui est Monsieur Papon Jean. Donc, cette identification, passe par un certain nombre de sources archivistiques et foncières, et notamment les archives cadastrales de la commune antérieure à la rénovation du plan cadastral, de manière à voir si on peut retrouver des informations antérieures à cette rénovation qui donneraient davantage de précision sur l'état civil de Monsieur Papon, ce qui est le cas. Donc, à partir du moment où le généalogiste retrouve une date de naissance et donc une date de décès de l'individu, il va pouvoir reconstituer le patrimoine de cette personne, retrouver ses titres d'acquisition ou par quel moyen successoral Monsieur Papon pouvait être propriétaire de cette parcelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les titres étant anciens, la référence cadastrale n'était pas la même dans le titre d'achat de la parcelle par Monsieur Papon, pardon. Et donc, il y a une concordance cadastrale qui va être établie par le généalogiste pour pouvoir prouver que le titre de propriété, le titre d'acquisition par Monsieur Papon concerne bien la parcelle qui intéresse Monsieur Fontaine. Il s'assure également que dans ce titre de propriété, Monsieur Papon a acheté 100% des droits immobiliers, c'est-à-dire qu'il n'en a pas acheté qu'une partie ou qu'il n'était pas co-acheteur avec d'autres particuliers de la parcelle. Et Monsieur Papon étant décédé, le généalogiste établit ce qu'on appelle sa dévolution successorale, c'est-à-dire identifie tous ses ayants droit, puisque bien qu'au décès de M. Papon, aucune attestation immobilière n'ait été établie pour la parcelle, ses ayants droit sont titulaires de fait et de droit de la parcelle. Donc l'origine de propriété, c'est une succession. M. Papon en avait hérité de sa tante en 1942. La parcelle était alors cadastrée A18.
Elle est devenue AB50 en 1963. Aucune attestation immobilière n'a été publiée au décès de M. Papon, qui est mort à Toulon, donc qui est mort loin de Dordives. Il est probable qu'à son décès en 1970, personne ne savait qu'il avait une propriété à Dordives, donc sa succession a été réglée en oubliant tout simplement cette parcelle. Donc, le généalogiste va fournir à son client le titre de propriété, c'est-à-dire la succession de la tante de M. Papon, la concordance cadastrale prouvant que la parcelle héritée de Madeleine Taupin est bien la parcelle AB50 actuellement, ainsi que la liste de tous les ayants droit vivants de M. Papon, avec justificatif de leurs droits respectifs. C'est-à-dire que le généalogiste va fournir non seulement des noms, prénoms, adresses, mais également tous les éléments d'état civil des ayants droit et comment ils sont ayants droit, c'est-à-dire justifier qu'au décès de leurs auteurs, ils étaient ayants droit de leurs auteurs et donc avaient un lien direct avec M. Papon. Voilà, donc c'est un dossier assez important, avec parfois des centaines de justificatifs, puisque plus l'indivision est ancienne, plus le nombre de justificatifs est important. Du fait que le généalogiste travaille avec des dérogations particulières et accède à des documents qui ne sont pas publics, les informations protégées par la loi, c'est-à-dire notamment tout ce qui concerne l'état civil de moins de 75 ans, le généalogiste ne va pas les remettre à un client lambda, mais va les remettre au notaire de ce client. Un officier ministériel habilité à détenir lui aussi ces informations. Voilà, pour le premier cas, qui est un cas simple en fait, c'est d'identifier une personne qui n'est pas identifiée correctement sur la matrice cadastrale, de manière à avoir un état civil, retrouver un titre de propriété et des ayants droit. J'ai pas de question là-dessus. Par contre, j'ai une précision concernant la question que vous avez posée tout à l'heure sur l'Alsace-Moselle. Alors, il s'agissait donc de cette période des 50 dernières années pour le bureau des hypothèques, et on disait quid pour le livre foncier. En fait, c'était ça. Mais on y répondra. Voilà, vous y répondrez ultérieurement. Alors, peut-on avoir une idée des honoraires demandés par le généalogiste pour ce genre de dossier, nous demande-t-on. Alors, on ne s'attendait pas du tout à cette question. Pas du tout. Alors, on a deux typologies de modes de rémunération, en fait. Soit, en amont, notre prescripteur, pour une particularité sur le dossier, nous demande d'établir un devis en fonction des recherches qu'on va établir. Et ce devis, on va l'effectuer en fonction potentiellement du travail qu'on va avoir à effectuer. Toute la difficulté de notre métier réside dans le fait qu'à partir du moment où on nous missionne, on ne sait pas forcément où on va aller, combien de temps ça va prendre et sur quelle période on va avoir à remonter. L'exemple flagrant du dossier précédemment exposé par Isabelle, il est assez parlant parce que si vous avez bien retenu sa démonstration, le propriétaire de la parcelle est décédé en 1970. Sa succession, qu'elle soit établie à l'époque ou qu'elle ne le soit pas, les ayants droit de 1970 qui pouvaient potentiellement être ses enfants ou ses neveux ou ses cousins, c'est des gens qui aujourd'hui sont pas probablement décédés, puisqu'on est quasiment 50 ans plus tard. Donc forcément, la dévolution de l'époque établie en 1970 ou pas établie n'est plus juste. Donc il faut rétablir et remettre dans leurs droits les ayants droit des gens qui sont, comme on appelle en termes juridiques, décédés, saisis de leurs droits à l'époque. Donc, ce sont des cascades d'établissement de dévolution successorale. Donc, bien évidemment, en amont, quand on nous confie, quand on nous mandate pour effectuer les recherches sur un dossier, on ne sait pas qu'on va tomber sur des difficultés comme celle-ci ou des complexités comme celle-ci. Donc, on a quand même un petit peu d'expérience. Donc, on établit un devis et on essaye de se tenir à ce devis-là en fonction des éléments ou du travail qu'on pense avoir à effectuer. Donc, ça, c'est le premier mode de rémunération. Le deuxième mode de rémunération, il est non pas fixé par le prescripteur qui va nous confier un dossier, mais il va être fixé par un contrat de révélation qu'on va proposer aux héritiers ou aux ayants droit qu'on va retrouver. Alors, je m'explique. Parfois, Isabelle ou Julien, tout à l'heure, vous ont parlé de cas de figure dans lequel on peut être mandaté par un particulier qui est intéressé pour faire l'acquisition d'une parcelle à tel ou tel endroit. Au cours de nos recherches sur le dossier, on s'aperçoit qu'en fait, on retrouve le propriétaire et que la succession n'a jamais été réglée.
et on tombe dans le cadre de ce qu'on appelle dans notre profession une révélation d'actifs. C'est-à-dire que les gens qu'on va retrouver en tant qu'ayant droit ou héritier dans la succession de la personne propriétaire de cette parcelle ont des droits à faire valoir dans la succession qui n'a jamais été réglée sans en avoir jamais eu connaissance. Sinon, bien évidemment, ils auraient pris position à l'époque où ils se seraient fait connaître. Donc, on a notre deuxième mode de rémunération, il peut être calculé sur cette révélation d'actifs, et auquel cas, là, quand on retrouve des héritiers, on leur propose un contrat de révélation qui est basé sur une grille d'honoraires, qui est évolutif en fonction du degré de filiation retrouvé, c'est-à-dire que plus la filiation est lointaine, plus notre pourcentage va être important, plus le montant de l'actif ou le montant de la parcelle qu'on a fait évaluer va être important, plus notre pourcentage va diminuer. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on oscille entre 10 et 30% hors taxe de la quote-part recueillie par la personne retrouvée par nos soins. Voilà. Donc c'est notre deuxième mode de rémunération. Tout dépend de l'action que notre prescripteur veut mener sur le dossier qu'il va nous confier. Oui, d'accord. Et j'étais clair. Choisissez. C'est pas nous qui choisissons. Vous choisissez. C'est pas nous qui choisissons. En fait, notre prescripteur nous dit je veux retrouver les ayants droit de telle parcelle pour telle action. D'accord. Auquel cas, on va se positionner nous en fonction de l'action qui va être à déterminer. D'ailleurs, souvent, c'est ce qu'on dit aux prescripteurs. Voilà, on vous fait part d'un devis en fonction des recherches à effectuer. Si il y a révélation à des héritiers découverts, on peut passer sur l'autre mode. On passe sur l'autre mode de rémunération, auquel cas le prescripteur ne nous doit absolument rien. Ça l'arrange. Très bien. On nous demandait si le notaire, pour son oubli, puisqu'il y a quand même eu un oubli à un moment donné dans votre cas, peut-il être mis en cause ? Pas vraiment. Pas vraiment. Ça dépend des délais. Parce qu'il est impossible pour un notaire, ou quasiment impossible, d'interroger tous les services de publicité foncière pour s'assurer que la personne décédée est ou n'est pas propriétaire. Il le fait sur la base des indications de la famille. Généralement, si la famille lui dit voilà, mon oncle est propriétaire d'un appartement à Toulon, d'une maison à Carcassonne, il va interroger le service de publicité foncière de Toulon et de Carcassonne, mais il n'avait aucune raison d'interroger celui de Montargis, dont dépend Dordives, puisque a priori personne ne lui en a parlé. Donc voilà, sa responsabilité ne peut pas être engagée. J'ai pas mal de questions qui tombent. Pour toutes ces recherches, déplacement au SPF et ou aux archives départementales et ou en mairie, est-il systématique ou arrivez-vous à l'éviter ? C'est systématique. Non, service de publicité foncière, on n'y va pas parce que on n'y va plus, effectivement. Nous sommes de vieux généalogistes et il y a de nombreuses années, nous y allions encore. Tout se fait par courrier au niveau des services de publicité foncière. Par contre, au niveau des archives départementales, il faut se déplacer. En mairie, il faut se déplacer. Et c'est extrêmement rare que nous puissions avoir des renseignements par correspondance. D'accord. Et puis, au-delà de ça, le fait d'aller en mairie, par exemple, moi, je trouve que c'est les recherches que je préfère. Parce que vous avez souvent un archiviste qui va vous dire « Ah, mais vous savez, à la mairie, on a tel type de document en plus. Vous ne saviez pas, parce que c'est pas forcément dans les inventaires. » Et vous avez peut-être la personne aussi qui connaît bien son fonds, qui peut vous sortir des éléments que vous ne vous attendiez pas à trouver. Donc le contact physique sur place avec les documents et les personnes concernées par l'administration sont vraiment importants. Ils vont enrichir c'est vraiment fondamental. C'est un travail de fourmi, j'imagine bien. Alors, si vous révélez un actif, parcelle boisée de 3000, alors de 3 à 00. Je sais pas si je lis bien la question parce que soit il y a une faute de frappe, soit je ne connais pas le codage. Est-ce que ça suffit pour 50 héritiers? Une parcelle de 3 arts. Alors ça doit être de 3 arts 00, ça doit être ça. 300 mètres carrés. 300 mètres carrés. Ce soit du beau chêne quand même. Vous voyez sur mon écran. Si elle est à Paris, oui. Ça dépend où on trouve la parcelle. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. D'accord. Ça semble être ça. Alors, disons que 300 mètres carrés, oui, c'est ça, hein, 3 et quelques. Ouais. Et 50 héritiers, c'est vrai que le travail doit être important, j'imagine, et qu'on aura plutôt tendance à passer sur une base forfaitaire dès le départ, mais tout dépend de la valeur du bien, en fait, parce que, si vous voulez, il faut qu'il y ait une adéquation entre le prix
que nous allons être payés. Et la valeur du bien, donc plus le travail est important, plus nos honoraires représentent du temps de travail, donc un montant important, plus il est important que la parcelle soit conséquente, soit valorisable à un prix intéressant, quoi. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a un dossier sur lequel, que j'ai finalisé, mais sur lequel on a travaillé avec Isabelle. C'est une parcelle dans une commune en Champagne, une petite parcelle qui a été estimée il y a 5 ou 6 ans. Je crois pas dire de bêtises, elle a été estimée 50 ou 60 000 euros, même pas 50 000 euros ou 40 ou 50 000 euros. Le travail a duré 5 ans. On a retrouvé, je vous assure que c'était exact, 150 héritiers. 150. Vous avez vu mes yeux. Voilà, inutile de vous dire, le dernier propriétaire titré est décédé en 1905. Voilà, on a toute la famille depuis 1905. Alors c'est super d'un point de vue généalogique. Quand j'ai déposé le dossier au notaire, j'ai cru qu'il allait vraiment avoir une crise cardiaque, quoi. Le tableau ne tenait pas dans la pièce, tellement il est immense. Je ne sais pas ce qu'on va faire avec ce dossier. La problématique, c'est qu'il y a des héritiers qui vivent sur la commune, que la commune ne peut pas acquérir le bien parce qu'elle sait qu'il y a des gens encore en vie, qu'il y a des ayants droit. Donc il y a vraiment existence d'ayants droit. Mais la commune pensait qu'il y en avait une dizaine. Comme j'ai annoncé qu'il y en avait 150, là on est devant un cas très compliqué parce que outre la valorisation de la parcelle pour régler le travail qui a été effectué, ben ça déjà c'est un problème. Mais comment on résout un cas pareil avec 150 personnes ? Je ne sais pas. Bon courage. Je l'ai fait avec 70 héritiers sur une parcelle en région parisienne, mais 150, je ne sais. Et la parcelle avait une valeur. Tandis que là, c'est pas qu'elle n'a pas du tout de valeur, mais la valeur est insignifiante au regard de la problématique et du nombre de personnes. Mais bon, l'objectif, c'était aussi de répondre à une demande de la commune qui avait vraiment une épine dans le pied avec ça. Alors on a retiré l'épine, on a mis une écharpe. Une écharpe du gros, ouais, voilà, une plus grosse écharpe. Non, je pense pas. Mais au moins maintenant la commune est plus embêtée. On essaie de trouver une solution pour résoudre le problème. Des cas comme ça, il y en a quand même pas tous les jours. Moi, c'est le seul sur lequel je sois intervenu en plus de 10 ans maintenant. Voilà. Une précision, je pense que la réponse est oui. Avez-vous bien dit que vous ne pouviez remettre les résultats de vos recherches qu'à un notaire ? Alors, on ne peut remettre les résultats qui sont protégés par la loi, c'est-à-dire l'état civil de moins de 75 ans et les coordonnées d'une personne qu'à un officier ministériel. Ou une personne habilitée. Ou une personne habilitée. Par contre, ce que l'on fait régulièrement quand ce sont des particuliers qui nous mandatent, c'est de donner une liste de noms, prénoms et les quotités qui appartiennent à chacun. Mais par contre, toutes ces informations sensibles et auxquelles nous avons accès parce que nous avons des dérogations, nous ne pouvons pas les divulguer. Sauf avoir l'autorisation express de tous les gens concernés qui apparaissent sur notre tableau. Exactement. Donc ça arrive quand on a des petites dévolutions et on a 2-3 héritiers et c'est un privé ou un particulier qui nous mandate, auquel cas, moi, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, je demande l'autorisation écrite de chaque ayant droit de diffuser ces données. D'accord. Voilà. Alors, si une recherche est faite au SPF sur une personne, la fiche de la personne ne regroupe pas tous les biens qu'elle possède en France ? Non. Malheureusement. C'est par service de SPF, oui. Ça, c'est une vraie question. Et on peut pas tout centraliser non plus, c'est vrai, mais ce qui existe en Italie, le cadastre, il est national. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Dans certains pays, on a déjà ces systèmes centralisés. C'est vrai que c'est assez extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Que faites-vous quand, depuis le décès du dernier propriétaire titré, la parcelle a été prescrite par usucapion ? Je crois que Julien a répondu tout à l'heure, c'est-à-dire que... Je n'ai pas répondu complètement, mais... l'attestation immobilière acquisitive, donc l'usucapion qui permet de transférer la propriété d'une parcelle à quelqu'un qui n'a pas le titre de propriété originelle, mais qui occupe la parcelle paisiblement, publiquement et sans équivoque depuis 30 ans, ça existe. Seulement, ça peut être remis en question face à un propriétaire qui se prévaudrait d'un titre de propriété en bonne et due forme. Voilà, donc ça existe. S'il n'y a pas de litige, s'il n'y a pas de problème, ça peut tout à fait permettre la mutation d'un bien, mais ça peut être remis en question face à un titre de propriété du véritable propriétaire. C'est je l'ai vu apparaître tout à l'heure, c'est l'article L 2222-20 du CG3P, justement, qui parle de ça.
entre autres, un bien dit sans maître ou vacant. Un notaire fait justement une notoriété acquisitive, la personne se croit dans son bon droit, ou la mairie se dit c'est bon, on peut incorporer au domaine communal, et si on vient retrouver un propriétaire et des ayants droit avec un titre et l'affiliation établie, la mairie est tenue, suivant cet article, de restituer soit le bien dans sa nature, soit la valeur au moment d'aliénation. Nous avons un confrère qui travaille à La Réunion, où à La Réunion, c'est de tradition que les successions ne soient jamais réglées et que les propriétés se transmettent comme ça. Il y a eu une vague d'attestations acquisitives qui a été établie par les notaires locaux pour en finir avec des indivisions épouvantables. Notre confrère sur place, lui, a repris les dévolutions depuis le début. Et bien sûr, il y a eu des procédures judiciaires, mais il les a toutes gagnées et fait restituer les propriétés aux véritables propriétaires et a fait casser les attestations immobilières qui avaient été établies souvent au profit de promoteurs locaux. D'accord, très bien. Pourquoi et dans quel cas trouve-t-on des parcelles récupérées par les domaines? Les exemples que vous présentez ne relèvent-ils pas des biens vacants et sans maître? Oui. Absolument. Tu veux parler Vas-y, je t'en prie, vas-y. Non, les domaines, pourquoi les domaines sont saisis? Ils sont saisis lorsque, effectivement, on n'a pas de propriétaire, on n'a pas de bien, mais nous, les successions sur lesquelles on intervient par rapport au domaine, sur lesquelles on intervient. Comment dire ça? Ce sont souvent des successions déficitaires. C'est-à-dire que vous avez une personne décédée, le notaire va nous demander de faire une recherche d'héritier. On a un actif qui est faible, mais qui doit être réparti. On se rend compte que les héritiers sont très éloignés, donc on a des droits qui sont forcément beaucoup plus importants que ce qu'on prévoyait à la base. Du fait des droits, la succession devient totalement déficitaire. En ce cas, il n'y a pas d'autre recours que faire nommer l'État, via le service des domaines, pour gérer les successions. Alors, je ne sais pas si c'est véritablement ça le sens de la question, mais dans la succession, vous avez des parcelles qui, de facto, se retrouvent gérées par l'administration domaniale. Ça vient pas forcément de la parcelle en elle-même, ça vient d'un fait, le fait générateur est le fait qu'une personne décède à un endroit, que personne ne s'occupe de la succession, que personne ne s'occupe du décès de cette personne-là. Si elle est propriétaire d'un bien immobilier et le voisin, parce que l'arbre gêne sa propriété, fait intervenir le tribunal peut nommer les domaines, parce que avec la loi Ecker, la personne est titulaire d'un compte bancaire, le compte est dormant, les domaines sont saisis, et au-delà du compte bancaire, vous avez aussi la personne qui est propriétaire, donc ce qui fait que la parcelle rentre en compte au niveau de la saisine des domaines. Il y a différents cas de figure. Alors oui, la majorité des cas, Julien a raison, c'est des successions qui sont en principe déficitaires. Donc ce sont des créanciers qui saisissent les domaines. Il peut y avoir une créance de dette sociale importante et la personne peut quand même être propriétaire d'une parcelle, d'un bien immobilier. Donc voilà pourquoi vous retrouvez régulièrement des parcelles qui sont sous couvert du service des domaines. Alors nous on travaille de temps en temps sur des dossiers doméniaux, mais ça nous arrive que ces dossiers soient positifs et qu'en effet on arrive à régler après le problème de la parcelle ou du bien immobilier. Toutes les parcelles abandonnées ne sont pas au domaine. Ça n'a rien à voir en fait. Les parcelles qui sont au domaine, c'est parce que les successions ont été déclarées vacantes et vous avez beaucoup de parcelles abandonnées, non entretenues ou sans propriétaire connu, qui pour autant ne sont pas au domaine, c'est simplement qu'elles ont été omises généralement dans le règlement des successions. Et tout simplement. Je crois que c'est vraiment deux choses différentes. C'est pas parce qu'une parcelle est laissée à l'état sauvage qu'elle est au domaine. D'accord, très bien, merci pour la précision. N'y a-t-il pas un délai légal pour récupérer un bien sans maître si on est le réel propriétaire après incorporation par la commune ou une collectivité? Alors, oui, ça c'est une question qui se pose régulièrement. Il y a un délai légal. Non, je crois c'est comme le problème des points, il a été revu à une période décennale. C'est décennal maintenant. Ouais. Ça se prescrivait par 30 ans, mais le problème c'est que cette législation, elle rentre en conflit avec l'imprescriptibilité du droit de propriété. Oui, d'accord.
Donc oui, il n'y a plus d'action possible suivant le délai légal de 30 ans qui, à mon sens, ça a été ramené à 10 ans, je crois, mais j'en suis plus très sûr, là je l'affirmerai pas. Mais en même temps, si on devait aller sur une confrontation juridique profonde, il y aurait une remise en cause du droit de propriété avec ce dispositif. Donc c'est pas aussi clair que ça. Ouais. Ah ouais. En plus, il y a beaucoup de choses qui sont complexes. Hein. C'est surtout que la prescription, elle court à compter du jour où le titulaire du droit de propriété est informé de son droit de propriété. Donc vous pouvez, ça pose un vrai problème parce que beaucoup de gens se disent ah ben j'ai entretenu mon bien pendant 30 ans, je vais faire jouer l'usucapion, mon notaire m'a fait une notoriété acquisitive, je suis propriétaire. Non, parce que sauf cas très particulier, la publicité foncière n'a pas été faite. La personne n'a pas fait de publicité foncière en disant j'entretiens le bien. La publicité foncière, elle est faite du jour de la publication de la notoriété acquisitive. Donc les 30 ans démarrent de là. Ouais. Donc en fait, et voilà. D'accord, très bien. Dans notre pratique, il nous arrive régulièrement d'avoir une liste sûre des ayants droit, mais aucune information pour les contacter. Retrouver de telles informations, adresse, téléphone, email, fait-il partie des missions que vous effectuez? Si oui, comment pouvons-nous obtenir ces informations puisque vous ne pouvez les transmettre qu'à un notaire? Tu peux répondre? On a répondu tout à l'heure. Oui, si vous nous demandez de retrouver quelqu'un, on va vous retrouver cette personne-là, mais avant de vous donner ces informations, on va entrer en contact avec elle et lui demander l'autorisation écrite de vous donner ces informations personnelles. D'accord. Voilà. Et de façon complémentaire, par quel moyen avez-vous retrouvé date et lieu de naissance de Monsieur Papon, propriétaire décédé dans votre exemple? Eh bien, essentiellement par les sources de l'état civil croisées, je crois que je l'ai dit, avec les archives cadastrales antérieures à la rénovation. Je n'ai plus d'autres questions pour ce premier cas pratique. Vous voyez que c'est quand même plus interactif que ce qu'on croit. C'est bien, c'est très bien. C'est ça qui est intéressant. Les participants à nous. Notre métier à l'origine, il est basé sur l'état civil. On est des généalogistes. Donc toutes les archives cadastrales nous permettent de travailler sur les origines de propriété. Mais à l'origine, quand même, notre métier est basé sur l'état civil. Je vous laisse vous entendre sur le cas pratique à présenter. Alors, on va faire dans l'ordre et puis c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, nous prenons le cas d'un propriétaire qui est indivis sur une grange. Monsieur Rieux est exploitant agricole dans le Cantal, à Vic-sur-Serre. Il utilise une grange qui jouxte ses bâtiments agricoles depuis les années 50, date à laquelle il a repris l'exploitation familiale et il en paye l'impôt foncier. Avant leur décès, ses parents lui ont dit que cette grange n'était pas une propriété propre et qu'elle était en indivision, sans pour autant préciser l'origine de propriété de cette grange. Monsieur Rieux veut partir à la retraite et il veut donc régulariser le foncier avant de partir et retrouver à qui appartient cette grange, quels sont les indivisaires avec lui sur ce bâtiment. Le service de publicité foncière n'apporte toujours aucune information puisque la succession de ses parents est ancienne et que déjà du temps des parents, la grange était en indivision. La matrice cadastrale confirme que Monsieur Rieux n'est pas le seul propriétaire puisqu'il est mentionné et copropriétaire. C'est une indication qui est toujours importante à noter quand on utilise les archives cadastrales. C'est la notion de et copropriétaire qui regroupe 99% des cas des indivisions un peu anciennes et un peu denses. Donc le généalogiste va reconstituer l'origine de propriété de cette parcelle en remontant parfois très loin dans le temps. Il va remonter l'origine de propriété au moyen des archives cadastrales de manière à retrouver tous les titres de propriété jusqu'à une date où la parcelle était entière et appartenait à une seule et même personne et non pas à plusieurs indivisaires. Donc il remonte comme ça jusqu'à 1915, date à laquelle le grand-père d'Émile Rieux est décédé en laissant 9 enfants. En matière de généalogie, il faut savoir que nous travaillons souvent sur des fratries extrêmement nombreuses. Plus les indivisions sont anciennes, plus le problème est aigu.
9 enfants en 1915, ça laisse nécessairement beaucoup d'ayants droit à l'heure actuelle. Je comprends. Voilà. Notre cas, des 150 ans. C'est exactement ça, c'était On 9 avait cette enfants à la base. configuration. Et J'ai cru que vous parliez de son cas personnel. Vous n'aurez pas permis. Voilà, donc le grand-père, en fait, n'avait pris comme précaution que de donner le bâtiment d'habitation principal et une partie des bâtiments d'exploitation à son fils, Lucien, lui-même père d'Émile, en avancement d'oirie, c'est-à-dire de son vivant. Tout le reste, à son décès en 1915, est resté indivis entre les 9 enfants. Donc, au fil des successions, des décès de chacun de ces 9 enfants, laissant eux-mêmes un certain nombre d'enfants, on arrive à une situation où il y a 48 héritiers. Et Émile, qui utilise la grange, n'est en fait propriétaire que de 1/36e de cette grange, bien qu'il soit mentionné comme propriétaire principal sur la matrice cadastrale, tout simplement parce qu'il paye l'impôt foncier. Pour autant, il est propriétaire minoritaire de cette grange. Donc le notaire va transmettre, le généalogiste va transmettre au notaire de la famille l'intégralité de la dévolution successorale depuis 1915, à charge pour le notaire d'établir des attestations immobilières pour ce petit bout de grange depuis 1915 au fil des décès des uns et des autres, ce que les notaires ont parfois du mal à accepter de faire. Voilà. Et une fois que chacun des indivisaires chacun des indivisaires vivants aura par attestation immobilière la preuve de ses droits, le fichier immobilier va publier ces attestations et donc la situation de la grange sera claire au niveau du fichier immobilier. Petite précision par rapport à ça, souvent les notaires redoutent ce type de situation en disant mais ça va nous coûter une fortune, même les particuliers, ça va nous coûter une fortune en droit d'enregistrement, enfin en droit foncier, parce qu'il va falloir publier 17, 18, 20, 30 attestations immobilières, c'est de la folie. Il faut savoir que la plupart des centres fonciers, en tout cas moi je sais l'expérience que j'ai, comprennent très bien que là c'est purement et simplement du délire, donc ils font des attestations uniques qui regroupent l'ensemble des transmissions. D'accord. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce cas? Non. Non. Je n'ai pas, pour l'instant, je n'ai pas de questions sur ce cas, mais j'avais une remarque d'un participant juste avant que l'on passe à ce cas-là. Sur la prescription acquisitive. Un jugement peut reconnaître l'acquisition par prescription, c'est justement le principe. Un simple acte de notoriété ne suffit pas. Non. Voilà. Non, c'est vrai. Précisez bien. D'accord. Oui. Alors, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai, mais vous pouvez passer à l'exemple. Une attestation immobilière, que ce soit une attestation acquisitive ou une attestation immobilière consécutive à un décès, utilise une dévolution successorale pour base, donc un acte de notoriété, mais c'est un autre acte, c'est un acte complémentaire et c'est l'attestation immobilière qui est publiée au fichier, au fichier immobilier. Donc l'exemple suivant concerne des droits sur une cour située entre plusieurs immeubles. On rentre dans le domaine de tout ce qui est servitude et droit de propriété sur des parties communes. Donc l'exemple qui a été choisi, c'est l'exemple de 4 maisons qui sont mitoyennes et qui ont chacune un morceau de cour devant leur porte. Et chaque propriétaire de chaque maison utilise l'espace de cette cour comme il le souhaite. Pour autant, l'ensemble de ces 4 cours constitue une seule et même parcelle au cadastre, non délimitée, avec un unique propriétaire. Le propriétaire de cette parcelle décide de vendre sa propre maison ainsi que la parcelle de cour, qui est cadastrée AC450, dont il est le propriétaire apparent au cadastre, et ce, bien qu'aucun titre n'ait été publié au fichier immobilier pour cette cour, c'est-à-dire qu'Arthur Champagnac en est propriétaire antérieurement au 1er janvier 1956. Donc le nouveau propriétaire qui a racheté les parcelles 450 et 451, fort de son titre de propriété, décide de clôturer l'ensemble de la cour puisqu'il a acheté la parcelle dans son intégralité. Et pour conséquence, il interdit l'accès à tout piéton et véhicule, y compris aux propriétaires voisins qui avaient l'habitude d'utiliser cette cour.
Donc ces propriétaires, sentant qu'il y a un souci, voulant faire valoir leurs droits sur la cour, saisissent un avocat. Donc c'est un raccourci qui a été fait, mais cet avocat demande aux généalogistes de prouver qu'ils ont bel et bien des droits sur cette cour et qu'ils peuvent continuer à l'utiliser. Le généalogiste va procéder à la reconstitution des titres de propriété attachés aux 4 maisons, c'est-à-dire qu'il va remonter les titres de propriété de chacune des maisons individuellement, d'une part avec le fichier immobilier et au-delà, puisqu'il s'est avéré nécessaire d'aller au-delà, et jusqu'à un titre commun aux 4 maisons, qui est un acte de 1905, date à laquelle une seule personne était propriétaire des 4 maisons et par partage donnait une maison à chacun de ses 4 enfants avec création d'une servitude de passage et jouissance exclusive de l'espace devant chacune des 3 maisons. Donc cet acte de 1905 permet de dire que chacun des propriétaires des 4 maisons a bel et bien le droit d'utiliser la cour devant sa maison, mais que cette cour n'appartient qu'à une seule maison et que c'est la constitution d'une servitude de passage sur l'ensemble de la cour au profit des 3 autres maisons qui est à l'origine de la situation actuelle, voilà, qui justifie du fait que chacun peut utiliser un morceau de la cour. Donc en fait, la vente au profit de M. Servoz est juste. Il est effectivement pleinement propriétaire des parcelles AC 450 et 451, mais l'acte de 1905 l'oblige à laisser ses voisins passer sur cette parcelle de cour et à jouir individuellement de l'espace qui est devant chacune des maisons. Voilà. Donc cette situation bien particulière a une explication juridique qui est la création d'une servitude conventionnelle. Pour autant, elle ne se voit pas au cadastre et elle ne se voit pas au fichier immobilier lorsqu'il est interrogé. Je vais laisser là, enfin, je sais pas, mon petit. Non, ça, qu'est-ce que si, attendez, si. Là encore, un oubli du notaire, comment ça s'est fini? Très très mal. On n'a pas eu de notaire. On ne préfère pas vous dire. Non, vous savez, le goudron, si vous voulez, le nouveau propriétaire a reconnu le bien fondé du titre et forcément enlevé la clôture et laissé a remis les choses en état. Oui, tout à fait. Donc je vais laisser la parole à Julien pour l'exemple suivant. Oui, donc là on parle d'un cas qui est survenu en région parisienne, à Saint-Cyr-l'École précisément. Ce qui se passait, c'est que la commune de Saint-Cyr, en tout cas le service de l'urbanisme, tentait de contacter le propriétaire, du moins la personne qu'elle pensait être propriétaire d'une parcelle. Elle en connaît le nom, l'adresse, elle envoie des courriers, les courriers ne reviennent pas, mais pas de réponse. Et la situation se dégrade, puisque le bien se dégrade, menace de s'effondrer, les voisins se plaignent, apparition de nuisibles, rats, la végétation qui déborde. Bref, une situation assez classique finalement dans les communes. Mais le propriétaire déterminé par le cadastre ne répond pas. On sait qu'il s'agit d'un monsieur Louis Bernard. Sa date de naissance n'est pas connue, mais on a une adresse. Il est domicilié 29 rue d'Alsace à Nantes, en Loire-Atlantique. Mais effectivement, une fois que les coordonnées sont vérifiées, on s'aperçoit que ce n'est plus du tout valable. Ça n'a aucun lien. Alors, bien entendu, la commune ne savait plus trop comment sortir de cette impasse, d'autant plus que le nom de Bernard, qui est assez courant, n'apparaît pas au répertoire des hypothèques, en tout cas postérieurement à 56, donc on ne sait vraiment plus quoi faire. De ce fait, le service de l'urbanisme a mandaté un généalogiste, donc il se trouve que c'était moi, pour effectuer des recherches. Donc j'ai commencé à travailler sur ce monsieur Bernard, en me demandant pourquoi effectivement il n'apparaissait pas aux hypothèques. Eh bien c'est tout simplement que ce n'était pas du tout le propriétaire, absolument pas.
J'ai procédé à beaucoup de recherches parce que quand vous n'avez aucune trace par le biais des hypothèques ou de l'enregistrement, c'est difficile de remettre la main sur le propriétaire en titre. Heureusement, des documents notamment liés à la révision foncière de 1970 sont encore disponibles dans certains dépôts d'archives. Et là, un nom est apparu avec le numéro de parcelle. Et en vérifiant en faisant une interrogation au nom, on a pu effectivement retrouver une transcription hypothécaire et à partir de là remonter le film. Donc le bien avait été acquis par une certaine Madame Madeleine Doran, née Sauger. Il s'agissait d'un acte d'achat de 1941. Les époux Doran étaient décédés eux-mêmes, alors le monsieur Doran en 1944 et son épouse en 1953. Les deux étaient décédés sans postérité Madame Doran, la dernière décédée, avait institué un légataire universel, un certain monsieur André Abel Dupuis. Alors je ne vous donne pas ces noms pour décorer, c'est que ça va avoir une importance dans la suite de l'affaire. Là, pour le coup, on a pu savoir véritablement ce qui s'était passé. Le légataire est envoyé en possession du legs le 23 novembre 1954, donc un an après le décès de Madame Doran. Mais, faute à pas de chance, il décède 5 jours plus tard. La famille ignore absolument la situation. La famille de Monsieur Dupuis. Qui lui-même ne vit pas lui-même et sa famille sur Saint-Cyr-l'École. Il vit sur un autre département, donc encore une fois, problème de connexion entre les dépôts d'hypothèques. Lorsque la succession est réglée, on oublie complètement cette histoire de bien à Saint-Cyr. Le bien va rester comme ça à l'abandon pendant une vingtaine d'années. Et en 1974-75, en fait, là aussi, j'ai su l'histoire par les archives de la commune. Le monsieur Louis Bernard, qui est désigné comme propriétaire au cadastre, était en fait un ancien employé communal qui s'était retrouvé dans une situation très précaire et la commune l'avait logé temporairement dans ce bien. Mais c'est du temporaire qui a duré. Et progressivement, M. Bernard a été désigné comme propriétaire, mais lui-même est décédé, célibataire, sans enfant, et du coup, le bien s'est retrouvé à l'abandon, mais avec un propriétaire qui n'en était pas un. Donc on avait quand même un ensemble de facteurs qui étaient assez complexes, et il a fallu, pour le coup, repartir des dates de décès des uns et des autres pour retrouver l'ensemble des ayants droit. C'est ce qui a été fait, donc là on ne va pas rentrer dans le détail, mais il a fallu retrouver les héritiers de Monsieur Robert Doran, puisque le bien avait été acquis en communauté avec sa femme. De Madame Doran, c'était simple, puisqu'elle avait fait un testament, c'était Monsieur Dupuis. Et Monsieur Dupuis, il a fallu retrouver les ayants droit de tous ces ayants droit, dont l'un, dont la succession de l'un d'entre eux était au domaine. Il a fallu donc revendiquer cette succession, qui pour le coup n'était plus déficitaire, puisqu'elle se voyait augmentée d'un actif supplémentaire via le bien qui se trouvait à Saint-Cyr. Ça a pris quelques années, quelques années, ça a pris 2 ans en fait en tout, pour tout remettre en place, redresser tous les actes, tout remettre au propre. Et bien la finalité, c'est que une fois les attestations immobilières dressées, une fois la succession au domaine revendiquée, on a pu tout rassembler, procéder à la vente du bien et permettre aux nouveaux propriétaires de faire raser la maison qui de toute façon s'écroulait, construire un nouveau pavillon. Et là, la commune a retrouvé une situation, je dirais, urbanistique et fiscale saine et était vraiment déchargée d'un poids dont elle n'aurait pu se décharger autrement. Sauf à faire effectivement nommer les services publics, mais encore c'était compliqué parce qu'on avait quand même un propriétaire. C'était isolé comme ah non, pas du tout. Non, pas du tout. C'était un terrain visible, voilà, c'est ça. Une vraie préoccupation pour la commune. Ah, c'était en plein centre-ville pas en plein centre-ville, c'est en plein, bon, je sais pas si vous connaissez un peu Saint-Cyr, il y a le centre ancien et au-dessus, il y a une zone pavillonnaire très propre justement. D'accord. Et il y avait cette espèce de, entre guillemets, verrue qui était en plein milieu et qui commençait à perturber tout le monde. Voilà. Les notaires ont-ils l'obligation vis-à-vis des généalogistes de vous remettre des copies d'actes antérieures au 1er janvier 1956 ? Absolument pas.
Absolument pas. Enfin, Non, j'ai vu le nom de la c'est le secret professionnel. non, les notaires, vous savez, souvent, ils n'ont pas beaucoup. Non, mais si on Alors, s'en appelle à nous, ils ont pas. C'est qu'ils n'ont rien, ils sont très Non, mais démunis. dans le cours de nos recherches, on peut avoir besoin de demander des documents aux notaires qui vont nous permettre d'avancer dans nos dossiers. Donc, en principe, ils ne sont pas tenus de nous les donner sous le sceau du secret professionnel, sauf si on a l'autorisation des personnes intervenant à l'acte. Donc, bien souvent, c'est impossible, puisque justement, si on demande une copie d'un acte, c'est parce qu'on a besoin d'informations, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans l'acte. Donc, on ne peut pas demander aux intervenants de l'acte de donner leur autorisation. Donc, nous, les titres, nous les récupérons au fichier immobilier. D'accord. Le législateur prévoit-il le regroupement ou l'interconnexion des fichiers immobiliers départementaux? Si ça se pouvait. Un peu pieux. Non, nous croyons savoir que, par contre, le fichier immobilier serait transmis à la gestion du notariat assez prochainement. Voilà. Très bien. Une remarque par rapport au précédent cas, mais ça c'est juste pour vous faire réagir. L'avocat s'est tourné vers un généalogiste. Il aurait tout aussi bien pu se rapprocher d'un géomètre expert, nous dit-on, avec un clin d'œil. Vous en pensez? Pas du tout. Si, tout à fait. Si, Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Si le géomètre sait manipuler les archives, bien entendu, on n'a pas une exclusivité de compétences, on a un savoir-faire. Pour ma part, je travaille avec beaucoup d'experts géomètres parce que justement, ils n'ont pas ce savoir-faire de manipulation des archives anciennes. D'accord, anciennes. Ouais. En revanche, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est que nos professions sont complémentaires en ce sens que les géomètres sont parfois dépositaires d'archives très importantes qui n'existent plus nulle part. D'accord. Notamment pour les correspondances les correspondances parcellaires. Quand vous avez un vide béant entre le cadastre napoléonien et le cadastre post-révision 70, et qu'entre les deux, on ne sait pas ce qui s'est passé, il arrive très souvent, je ne sais pas, mais en tout cas, il arrive assez fréquemment que le cabinet de géomètre local dispose de documents de par ses activités qui soient absolument uniques. Ils sont par ailleurs, d'accord. Voilà, et qui soient de vraies mines d'or pour nous. Donc il y a vraiment un échange entre nos professions. On a un savoir-faire, une expertise qui peuvent être utiles aux géomètres, mais les géomètres disposent aussi d'un savoir-faire et d'informations qui sont parfois vraiment très très utiles. Notamment les documents d'arpentage qui, dans certains cas, nous sont nécessaires, voire indispensables. D'accord, merci beaucoup. Pas plus de questions pour le moment. On passe au cas suivant. Alors, le cas suivant, c'est une maison et deux propriétaires qui revendiquent la propriété de cette maison. Donc en juillet 2018, un notaire est mandaté pour vendre une maison située dans une commune des Cordes d'Armor appelée le Vieux Marché, et son client, Monsieur Mahé, habite la maison. Il en a hérité en 1951, mais le notaire interroge quand même le service de publicité foncière pour savoir si vraiment aucun acte n'a été publié. Son client lui disant qu'il en a hérité en 1951, normalement il n'y a rien. Savoir s'il n'y a pas d'inscription hypothécaire non plus. Mais la réponse que reçoit le notaire est plutôt stupéfiante puisque en fait cette maison cadastrée à 18 a été vendue en 1982, mais son client, Monsieur Mahé, n'est ni le vendeur ni l'acquéreur de la maison sur la transaction inscrite en 1982. D'ailleurs, en interrogeant le fichier immobilier au nom de son client, Louis-Ferdinand Mahé, il ne reçoit aucune la réponse est vierge. Monsieur Mahé n'est pas connu du SPF compétent. Donc le notaire demande une copie de la vente de 1982, constate que le vendeur est Monsieur Janton et l'acquéreur Monsieur Lebillan et que le paragraphe origine de propriété dans l'acte mentionne origine antérieure au 1er janvier 1956. Cette mention est légale, mais permet toutes les erreurs et couvre souvent beaucoup d'erreurs. En ne cherchant pas plus loin, le notaire a donc permis la vente
d'une parcelle entre deux individus qui, au fichier immobilier, n'apparaissaient pas. La mention de la vente de 82 est la première mention publiée pour la parcelle A18. Alors, M. Maé insiste, disant qu'il vit dans la maison, donc qu'il est sûr qu'elle est à lui, et qu'en fait, Hervé Le Bihan est son voisin. Mais M. Maé ne retrouve pas la succession de son père dans ses archives, donc le notaire mandate un généalogiste pour démêler la situation, puisque le notaire a vocation à chercher dans ses propres archives et à interroger le service de publicité foncière, mais n'a pas vocation à aller aux archives départementales ou en mairie pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, la solution, le généalogiste trouve la solution. Le problème vient du fait qu'avant la rénovation cadastrale, les maisons cadastrées A18 et A19 portaient toutes les deux le numéro A185, assorti d'un petit p après, puisque avant rénovation cadastrale, le cadastre napoléonien transcrivait les mutations cadastrales en rajoutant un petit p après le numéro cadastral, indiquant que la parcelle avait été partagée, divisée. Donc il y a eu une mutation, une division de la parcelle A185P. La maison originelle a été coupées en deux, formant deux maisons, qui à la rénovation cadastrale ont chacune été cadastrées A18 et A19. Et en fait, le cadastre a commis une confusion en attribuant le numéro A18 au voisin de M. Maé. Alors que c'était le contraire. Attendez, je ne me souviens plus, que je ne vous dise pas de bêtises dans les numéros, ça c'est un de mes dossiers. Voilà, donc la division de la parcelle du plan napoléonien A185 est intervenue en 1929. Donc depuis 1929 coexistaient deux parcelles A185P. La parcelle attribuée à Ferdinand Maé, donc le client du notaire, c'était la A18. Et la parcelle voisine A19 avait été attribuée à sa sœur, Madame Maé, qui l'avait revendue à Monsieur Janton. Le partage et la mutation des deux maisons sont donc intervenus avant le 1er janvier 1956. Et donc, quand le voisin, M. Janton, a voulu vendre sa maison, il entendait vendre la parcelle A19, mais il y a eu une confusion de fait et on lui a attribué la parcelle A18 puisqu'il y a eu une absence de vérification par le notaire pour établir l'origine de propriété. Et donc le service des hypothèques, lui, avait pour référence cadastrale A185P et a donc commis une confusion en mutant la mauvaise parcelle au fichier immobilier. Alors j'anticipe un peu la question qui est arrivée au notaire, parce que là pour le coup il y a quand même une erreur avérée. Je ne sais pas. Il gît quelque part au fond de la baie de Saint-Brieuc. Donc en tous les cas, un acte a été rectificatif a été établi puisque M. Le Bihan, c'est la parcelle A19 qu'il avait achetée en 82 et non pas la A18. Et une fois cet acte rectificatif publié au fichier, seulement après, M. Maé, qui était vraiment le propriétaire de la maison A18, a pu vendre sa maison. Mais il a d'abord fallu rectifier l'erreur commise en 82 pour que le propriétaire le propriétaire de la A18 puisse vendre sa maison. Je ne sais pas ce qui est arrivé au notaire, je ne sais pas quelles ont été les conséquences. Les conséquences, je ne sais pas ce que les clients ont fait, mais en tous les cas, on a souvent cette formule-là, origine de propriété antérieure au 1er janvier 1956. C'est assez catastrophique. Les conséquences peuvent être catastrophiques en tous les cas. Oui, parce que ce monsieur a dû attendre un temps très long avant de pouvoir vendre son a dû payer le généalogiste, oui. A dû attendre que l'erreur soit rectifiée et seulement après a pu vendre. C'est comme si un notaire mettait Madame Intel décédée le temps, pas d'enfant connu. Ben oui, mais peut-être vérifier, quoi, quand même. Alors, je sais bien que le fichier hypothécaire avant 56, il n'y a aucune obligation, mais ça peut quand même soulever des problématiques qui sont lourdes. Hein. On nous dit donc vous avez les mêmes soucis que nous avec cadastre et notaire. On vous le confirme. Qui fait l'acte rectificatif? Est-ce obligatoirement le notaire fautif?
Non. Non, Non, justement, absolument non, pas. Non. D'accord. Non, c'est pas- Ça peut être n'importe lequel. On n'a pas forcément recours aux mêmes. Non, pas forcément, pas forcément. Si, parfois ça peut arriver, et sur des erreurs comme celle-ci, c'est grave, mais c'est vrai qu'on peut pas non plus imputer aux notaires l'obligation de faire des recherches qui sont lourdes, qui sont vraiment chronophages. Oui. Physiquement, ils ne peuvent pas le faire. Là, c'est pour ça qu'on travaille depuis longtemps avec eux, parce qu'il y a vraiment une part de leur métier qui ne peuvent pas couvrir. Cette part-là, c'est impossible. Très bien. De par vos habilitations, de quelles sources disposez-vous dont nous ne disposons pas? Dont nous, géomètres experts, ne disposons pas. Olivier? Au-delà de la partie cadastrale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a accès, nous sommes des généalogistes, successoraux, on travaille, notre base de travail c'est l'état civil, donc on a accès par les autorisations des procureurs compétents à l'état civil de moins de 75 ans en mairie, et au-delà de 75 ans, comme tout le monde, dans les archives départementales, archives municipales. Ça c'est la première chose. La deuxième source d'information, ce sont les archives fiscales. Donc là, c'est pareil, par autorisation des procureurs compétents, on a accès à toutes les mutations fiscales en dessous de 35 ans dans les fiscalités immobilières compétentes, au-delà de 35 ans dans les archives départementales. Et puis après, on a accès à toutes les sources qui sont d'ordre public, qu'on va mettre dans un panier global, qui vont des recensements de population, en passant par les archives militaires, registres matricules, jusqu'à toutes les sources diverses et variées qui peuvent exister dans des administrations différentes et qui sont publiques. Voilà, mais c'est les trois axes de travail principaux: état civil, archives fiscales et le package recensement de population, archives militaires, etc. On bénéficie d'une dérogation générale de l'INSEE pour accéder à des documents de recensement de population relativement récents. D'accord, très bien. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Cas suivant. Eh bien, Je te laisse faire, non? il n'y a plus de cas suivant. Si. Ah si? Et puis vous avez même des bonus. Alors, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, mais On peut les il est intégrer pour terminer. 15h30, vous pouvez si vous avez envie de les exposer, vous pouvez les exposer sans que ce soit affiché à l'écran. Et puis la version complète du PowerPoint sera transmise de toute façon. Bon. Alors le cas suivant est une erreur dans l'identification de propriétaire d'une parcelle. En 2000, Monsieur Lupin est propriétaire d'une parcelle de bois qu'il souhaite vendre en Lozère. Nous sommes à Marvejols. Le fichier immobilier indique qu'il en est propriétaire suite au décès de sa mère, Jeanne Faure. L'attestation immobilière a été publiée en 1967. Le notaire chargé de la vente souhaite néanmoins rétablir l'origine de propriété sur une durée de 50 ans et demande donc à un généalogiste de reconstituer cette origine de propriété. Donc le généalogiste établit que Jeanne Faure, la mère de Monsieur Lupin, avait elle-même hérité de cette parcelle au décès de son père, Jean-Baptiste Faure, en 1953. Il établit également que ce même Jean-Baptiste Faure avait été marié 2 fois, une première fois avec Marie Dumas, décédée sans postérité, et une seconde fois avec Jeanne Cortial, la mère de Jeanne Faure. Donc à son décès en 1953, Jean-Baptiste était veuf de sa première épouse et laissait Jeanne Faure, sa fille, pour unique héritière, sa fille issue de son second mariage. Sur la matrice cadastrale de Marvejols, Jean-Baptiste Faure était propriétaire de très nombreuses parcelles, dont la fameuse parcelle de bois que M. Lupin veut vendre. Toutes ces parcelles ont été intégrées à la succession de M. Faure sans vérification quant à leur origine de propriété. Donc au décès de Jean-Baptiste, Jeanne Faure a hérité de toutes les parcelles mentionnées sur la matrice cadastrale, mentionnées au nom de son père. En faisant une recherche de titre de propriété plus poussée, le généalogiste a pourtant découvert que cette parcelle de bois n'appartenait pas à Jean-Baptiste Faure, et ne lui avait même jamais appartenu, mais avait appartenu à sa première épouse, Marie Dumas, dont il était veuf et elle-même décédée sans postérité, et dont la succession n'avait jamais été réglée.
En conséquence de quoi, quand cette première épouse est décédée, la parcelle aurait dû retourner dans la famille de Marie Dumas et non pas rester portée parmi les propriétés de Jean-Baptiste. Mais la matrice cadastrale ayant conservé cette parcelle sur le compte de Jean-Baptiste Faure, tout naturellement, elle a été transmise à son décès à sa fille, qui pour autant n'avait aucun droit de propriété. Donc en fait, Monsieur Lupin n'a pas pu vendre cette parcelle puisqu'il n'avait pas moyen de justifier que sa mère en était véritablement la propriétaire. Et ce, bien qu'il en ait eu une jouissance paisible, publique et non équivoque pendant au moins 50 ans. Par honnêteté, il a souhaité renoncer à ses droits de propriété sur cette parcelle. Très bien. J'ai pas de questions. Et il n'y a pas d'autres questions? C'est vrai que c'est un peu plus difficile à suivre quand on n'a pas les données écrites, voilà. mais bon, les participants retrouveront tous ces éléments-là. En face, ce que vous affichez, ce sont les questions qui m'ont été posées au cours de Je ne sais pas si vous avez un dernier cas à proposer, non? Vous n'avez pas un 6e cas? Si, il y avait un dernier cas, si vous voulez. si vous voulez. Écoutez, comme ça, j'ai des questions qui arrivent. Donc, quelles sont les précautions que vous nous conseillez de prendre avant de faire un plan d'occupation dans le cadre d'une prescription trentenaire? Vaste question. Disons que la précaution, c'est de s'assurer que la prescription trentenaire a été au moins constatée par une attestation acquisitive, à minima. Si jamais le bien a une certaine valeur, il est quand même plus raisonnable de vérifier qu'effectivement aucun propriétaire en titre valable ne peut être retrouvé et que vraiment cette attestation acquisitive n'est pas susceptible d'être mise en cause parce que l'enjeu économique fera que la revendication éventuelle d'un propriétaire pourra avoir des conséquences plus ou moins fâcheuses. Voilà. C'est une question de valeur et d'appréciation. Si vous avez une parcelle de terrain sur le Champ de Mars, par exemple, avec une attestation acquisitive, il faut quand même mieux s'assurer que cette parcelle-là n'a pas un propriétaire en titre connu, enfin retrouvable en tous les cas. Dans votre dernier cas, pardon, excusez-moi. Non. Dans votre dernier cas, on nous dit, et là, la prescription n'a pas été demandée? Non, le client n'a pas souhaité, non. Il a renoncé. Il a été honnête et il a reconnu que cette parcelle ne devait pas lui appartenir. Alors, une question à part. Dans le cadre d'un décès récent, 2017, d'un propriétaire de nationalité russe sans famille en France, avez-vous des moyens pour retrouver les héritiers en Russie? Quel délai cela peut-il prendre? Vous avez des cas souvent comme ça? J'en ai un comme ça. Ouais, d'accord. J'en ai un comme ça. Alors, pour répondre à votre première question, oui, on a les moyens de retrouver les héritiers légaux de la personne d'origine russe. Le délai, ça serait pas professionnel de notre part de vous en donner un. Moi, c'est un dossier que j'ai ouvert il y a à peu près 8 mois. On vient, il y a 15 jours ou 3 semaines, simplement de trouver une accroche sur le pays d'origine, enfin sur la ville d'origine, parce que le pays d'origine c'est la Russie, mais la ville d'origine, on a retrouvé le berceau de la famille où on va commencer à faire de la vraie généalogie. Donc voilà, on a mis 6 mois pour tirer le premier fil qui va nous permettre de réellement rentrer dans notre métier de généalogie successorale. Jusqu'à là, c'était de l'enquête, c'était par des moyens hors généalogique, enfin en tout cas hors état civil. Voilà, donc oui, c'est tout à fait faisable. Le délai, c'est impossible de vous le donner. Après, qui est-ce qu'on va retrouver comme héritier? Si on est sur de la ligne directe, ça peut aller vite. Si la personne est décédée sans postérité, ni en France, ni là-bas, n'a pas de frères et sœurs, faut aller sur des cousins germains, c'est un petit peu plus compliqué. L'état civil russe n'est pas accessible pour les généalogistes français. Il faut passer par des cabinets d'avocats qui sont spécialisés là-dessus. Alors on a des contacts bien évidemment sur la plupart des pays. Mais voilà, alors c'est tout à fait faisable parce qu'on sort beaucoup de dossiers, que ce soit en Russie ou dans d'autres pays de l'Est, mais ça peut être très long. Mais j'allais vous demander, vous faites comment pour accéder aux documents dans un pays étranger? Parce que ça doit être extrêmement... C'est ce que je suis en train de vous dire. À partir du moment où on a la maîtrise de la langue et la capacité juridique de pouvoir aller consulter les fichiers, on s'y déplace. Oui. Sur les pays sur lesquels on n'a pas autorité à le faire, on passe par des confrères. Oui, d'accord. Je prends l'exemple de la Russie, parce que moi je travaille avec des cabinets d'avocats qui sont spécialisés sur ces pays-là.
Parfois, ça peut aller vite parce que la plupart du temps, ces cabinets d'avocats les avocats sont des anciens du KGB. Donc, ils ont accès à des fichiers qui sont plutôt bien faits et plutôt rapides à consulter pour eux. Par contre, nous, bien évidemment, on n'y a pas accès à ces fichiers-là. Donc, on est obligé de passer par ces cabinets-là. Vous intervenez souvent à l'étranger? De plus en De plus en plus. De plus en plus, ouais. Notre métier suit les fluctuations de population. Donc, tout dépend sur quelle région on se trouve. Mais moi, par exemple, je travaille beaucoup à Saint-Étienne dans la Loire. Alors, ça s'amenuise aujourd'hui, mais on a eu beaucoup de dossiers. C'est un pays minier, enfin, c'est une ville minière. Donc, on a eu beaucoup de dossiers sur les pays de l'Est. Mais de manière générale, notre métier suit les fluctuations de population. Donc, forcément, on va au gré des populations migratoires qui ont peuplé le pays. En fonction des époques. Et vous disiez que vous parliez de pays dans lesquels vous n'êtes pas habilité à avoir accès à certains documents, mais dans certains pays, vous êtes... Oui, la plupart des pays d'Europe. Les pays d'Europe, d'accord. Et hors Union européenne, je suppose. Si, États-Unis, on peut aller y travailler. Suisse, on peut aller y travailler en payant très cher toute consultation. Allemagne, on peut aller y travailler. Portugal, Amérique du Sud, on peut aller y travailler. Si, on peut. L'Asie pose plus de problèmes. Et l'Afrique est compliquée. Soit le Maghreb ou l'Afrique. Le pays où le cadastre... forcément de cadastre. Mais là, on est plus en recherche généalogique. Oui, d'accord. En principe, sur de l'état civil. Le foncier est en France et après, c'est les familles qui peuvent être d'origine étrangère. Mais... D'accord, oui, effectivement. Il arrive souvent qu'il y ait des homonymes dans les propriétaires à l'époque du cadastre napoléonien, dans une même commune. Comment lever les ambiguïtés? Toujours pareil, en croisant l'état civil et les titres de propriété, c'est-à-dire que le cadastre napoléonien nous donne ce qu'on appelle une trame, c'est-à-dire un nom, un prénom, des époques de mutation, mais cette trame, on doit la compléter en retrouvant les titres enregistrés, enfin passés chez notaire, ou les jugements, ou les actes sous seing privé qui ont permis la mutation de l'immeuble. Et c'est par ces documents-là qu'on va retrouver un état civil. Enfin, c'est le croisement de plusieurs sources qui nous permet de savoir, en cas d'homonymie, quelle est la bonne personne. C'est parce qu'on a le titre avec. Une homonymie parfaite et une date de naissance strictement identique, c'est quand même assez rare. C'est rare. D'autant qu'il y a des deuxièmes noms. Et puis il y a les noms des conjoints en général. D'accord. Et puis en principe, il y a les noms des conjoints. Très bien. Quel est le critère de décision pour considérer que les recherches peuvent s'arrêter? C'est vraiment du cas. Chez moi, aucun. Je suis têtue. D'accord. Hormis le critère économique, quand même, de temps en temps, il faut être un peu réaliste. Et puis il arrive, vous parlez des pays étrangers, enfin, c'est que oui, que ce soit... Et puis la disparition totale de documents. Voilà, dans certaines régions, je pense notamment à la Manche, où il m'est arrivé de travailler, il y a eu des bombardements assez importants, de même dans le Calvados, qui font qu'il n'y a plus les documents. Plus rien n'existe. Plus rien n'existe et plus rien ne peut remplacer ce qui nous aurait été utile. Donc il y a un moment où effectivement on est complètement coincé, faute de source. Voilà. Qui contactez-vous lorsque vous n'arrivez pas à déchiffrer un titre ancien? Paléographe, des sociétés spécialisées? Alors là, c'est plus toi qui peux répondre. Parce que je sais pas, parce que ça vous arrive, ça nous arrive ça pas nous vraiment. Arrive pas vraiment. Jusqu'au deuxième moitié du 18e, on arrive à lire quand même. Même les titres latins. On n'a pas tous le même niveau en paléographie, mais je pense qu'on est tous capables de lire des documents anciens. J'ai jamais eu à consulter des documents si anciens qui ne nous permettaient pas de les Après, les documents en langue étrangère, effectivement, nécessitent des traducteurs. Ça, c'est autre chose. Pour les titres gothiques, oui, tous les états civils, on parlait d'Alsace tout à l'heure. Quand on est en 1890 avec des actes d'état civil qui sont en allemand gothique, là, ça peut être un petit peu compliqué. J'ai eu un dossier grec aussi où j'ai eu du mal à rentrer. Ah oui. Tiens. Ouais. On apprend. Arrivez-vous à retrouver une personne dont la seule information connue sur le cadastre est Algérie, quand même sa famille proche, mère, frères et sœurs, ne sait pas où il réside? Eh bien oui. Il y a des moyens, ouais. Si vous voulez, on utilise tous les moyens qui peuvent exister et adaptés au pays. Donc,
Tout dépend des situations, mais c'est très rare qu'on n'arrive pas du tout à retrouver quelqu'un. C'est même extrêmement rare. Et quand on n'arrive pas à retrouver quelqu'un vraiment, qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, on fait nommer... ça s'appelle Un détective privé? Non, un administrateur qui va représenter la personne. C'est-à-dire qu'on saisit le tribunal pour qu'un administrateur représente la personne absente et permette de faire avancer le dossier et de solutionner le dossier en attendant que la personne se manifeste si on ne peut pas du tout la retrouver. D'accord, très bien. Dans le cadre d'un bornage, la demande aux hypothèques ne fait pas apparaître une partie de la succession qui apparaît pourtant sur le serveur de base de données cadastrale. Comment est-ce possible? Alors c'est petit, je sais. Je vous la relis. Dans le cadre d'un bornage, la demande aux hypothèques ne fait pas apparaître une partie de la succession qui apparaît pourtant sur le serveur de base de données cadastrale. Parce que c'est antérieur au fichier immobilier, certainement, je suppose. Qu'est-ce que vous appelez une partie de la succession? Une partie des héritiers. mutations ou Alors, non, dans la base de données cadastrale, c'est des propriétaires, donc c'est une partie des propriétaires, je suppose. Alors, Madame Didier, je vous invite à préciser votre question pour qu'on puisse être un peu plus exhaustif. Qui apparaît pourtant sur le serveur de base de données. Et en attendant, je vous en soumets une autre. Êtes-vous amené à consulter les actes de baptême dans les paroisses? À l'étranger, oui. Beaucoup en Italie. Au Portugal aussi. Au Portugal. Parce que l'état civil, comme nous le connaissons, ça s'appelle républicain, est relativement récent, que ce soit en Italie ou au Portugal. Ça date du début du XXe siècle seulement. Mais en France, non, les actes de baptême, mariage, sépulture, c'est antérieur donc à l'établissement de l'état civil, donc première moitié du XVIIIe. Pour nous, en tant que généalogistes successoraux, jamais, en fait. Peut-être dans l'établissement de droit d'eau, de choses comme ça, peut-être parfois des actes. Non. Non, même pas. Non. Alors oui, c'était bien sur une partie des propriétaires. Eh bien, c'est parce qu'au fichier immobilier, vous ne voyez apparaître que les 50 dernières années d'inscription au fichier et que les propriétaires que vous avez identifiés par le cadastre sont propriétaires avant le fichier immobilier ou avant 1969, avant les 50 dernières années de réponse du fichier. Très bien. Je n'ai plus de questions. Alors, c'est comme vous voulez. Il est 38. Soit vous exposez le dernier cas, ce qui permet aux participants de réfléchir aux dernières questions qu'ils pourraient vous poser tant que vous êtes là, qu'ils en profitent un maximum. Je vois que là, on a eu beaucoup de questions qui ne portaient pas sur le dernier cas, mais qui étaient plus générales, et ça laisse le temps. Donc, je vous propose de faire ça, peut-être. D'accord, c'est très bien. Moi, je me régale, bien sûr. Donc, le dernier cas concerne un exemple d'enclave totale d'une parcelle. Donc, le Code civil prévoit que personne ne peut être enclavé. Donc nous sommes, je ne sais plus d'ailleurs, nous sommes au Lude dans la Sarthe. Ferdinand Duc a pour habitude de passer sur le champ de son voisin Monsieur Valette pour accéder à son propre champ, puisqu'il n'a pas d'accès direct à la voie publique. C'est ainsi depuis toujours, et le père de Monsieur Duc passait déjà par ce même champ. Jamais il n'y a eu de problème entre les deux familles. Mais Monsieur Valette décède et sa propriété est rachetée par la SAFER pour installer un jeune agriculteur. Le jeune agriculteur s'installe et clôture sa parcelle, interdisant tout passage à Monsieur Duc, qui dès lors se retrouve totalement enclavé. Monsieur Duc cherche une solution auprès des autres voisins, personne ne veut le laisser passer. Donc, Monsieur Duc prend conseil auprès d'un avocat qui lui dit qu'il faut retrouver l'origine du droit de passage, que ce soit sur la propriété qui vient d'être revendue par la SAFER ou ailleurs, et que la solution, c'est une recherche des titres de propriété, tant de la parcelle que Monsieur Duc veut desservir que de toutes les parcelles voisines pour voir laquelle des parcelles peut être grevée d'un droit de passage, ou bien comment Monsieur Duc est censé accéder à cette parcelle, qu'est-ce qui est prévu dans ses titres de propriété à lui. Le généalogiste qui est saisi du dossier va remonter tous les titres de propriété de la parcelle de Monsieur Duc. Rien n'est spécifié. La parcelle est certes enclavée, mais aucun titre n'explique comment Monsieur Duc peut accéder à sa parcelle. En remontant les actes de propriété des parcelles voisines, et notamment de la parcelle vendue par la SAFER,
le généalogiste constate que cette parcelle et celle de Monsieur Duc ont une origine commune et que cette origine commune remonte à un acte de partage de 1895 par lequel le propriétaire des deux parcelles avait partagé ses biens entre ses enfants en prévoyant que les fonds partagés en état d'enclave auraient un passage sur les fonds partagés ayant un accès direct à la voie publique. Cette disposition est d'ailleurs celle prévue à l'article 684 du Code civil. Donc, deux parcelles qui ont une origine commune, dont une en état d'enclave, doit nécessairement rechercher sa servitude de passage sur la parcelle qui provient du même fonds que lui. En conséquence de quoi, M. Duc a pu obliger le jeune agriculteur à le laisser passer en vertu d'un acte remontant à 1895, mais qui, en l'espèce, était la preuve que le droit de passage devait s'exercer à cet endroit précis, comme cela s'était d'ailleurs toujours fait depuis une centaine d'années. Voilà. Alors, les questions. Je pense que vous suscitez des vocations. Peut-être qu'enfin, en tout cas, quelle est la formation initiale d'un généalogiste, on me demande. Moi, je suis très curieuse de connaître donc la réponse. Alors, la plupart des gens qui sont dans nos entreprises sont des gens qui sont issus du milieu notarial. Enfin, pour ma part, 98%, c'est des gens qui ont une licence de droit. 50 à 60% sont des gens qui viennent du notariat, qui veulent continuer de pratiquer la matière droit de la famille, mais à l'extérieur. D'accord. Ils en ont marre d'être à l'intérieur dans les études notariales, donc ça, ce sont les candidats optimum pour nous. Le reste des gens qui sont chez nous sont des historiens. Il y en a de moins en moins, mais il y en a quand même quelques-uns. Par contre, la particularité de tout le monde, c'est que on est tous des passionnés en fait. Tous les gens qui travaillent dans la généalogie successorale, qu'elle soit foncière, recherche de comptes dormants ou successorale, on exerce tous ce métier-là parce qu'on a la passion de la recherche en fait. Voilà. Mais principalement, ce sont des gens qui sont issus du droit de la famille avec une licence de droit au moins. Alors, oui, ça dépend. Enfin, chez vous, je crois que c'est assez comme ça, mais je vois dans les entreprises autour, là, notamment en région parisienne, il y a pas mal de profils différents, c'est encore assez varié. La profession a la chance de ne pas être réglementée. Elle obéit bien sûr à des règles très précises, enfin, tout ça a été très largement bordé, mais on n'a pas d'obligation de correspondre à tel type de formation. Il n'y a pas de formation. Alors il en existe, ça, par contre, c'est sûr. Il en existe, mais si vous voulez, c'est encore un métier dans lequel la formation se fait à l'intérieur de l'entreprise. Oui. Et il faut distinguer un peu les pôles parce que ça se fait comme ça. Les gens qui vont s'occuper de la partie juridique, règlement des successions, voilà, la partie vraiment juridique, ce sont des juristes. Les chercheurs sont bien volontiers des juristes, mais ce sont des gens qui ont, comment dire, une particularité parce qu'ils vont avoir une méthodologie, ils vont répondre à un type de travail qui n'est pas forcément le même que celui dont le travail va être d'entretenir un relationnel avec les notaires qui s'occupent de la gestion des dossiers. Le chercheur, c'est vraiment un chercheur, c'est quelqu'un qui va aller gratter les archives, d'accord, mais qui peut aller beaucoup plus loin. On aurait des milliers d'histoires à raconter. Moi, je me souviens d'un confrère que nous connaissons tous les deux, enfin tous les trois même, qui me disait, tu sais, lors d'une recherche, alors je crois que c'était en Pologne, on est allé jusqu'à faire parler les morts. Je lui dis oui, alors c'est-à-dire, eh bien, ils ne trouvaient pas de documents, mais ils avaient trouvé une tombe dans un cimetière. Et ils avaient mis une carte sur la tombe, voilà, veuillez nous joindre, s'ils avaient vu que la tombe était entretenue, veuillez nous joindre à tel numéro. Et effectivement, la personne a appelé. Donc, il faut avoir un peu cet état d'esprit. Voilà, c'est vrai, pour ça que Olivier disait, c'est des passionnés, c'est vrai qu'il faut vraiment être passionné, vouloir trouver l'information, et pour ça, utiliser vraiment tous les moyens à notre disposition, y compris ce genre de choses. Voilà, je pense qu'il faut avoir une bonne connaissance archivistique, c'est-à-dire bien connaître toutes les sources qui sont à notre disposition pour savoir les croiser, les combiner. Ça ne s'apprend pas à l'université, dans une école, ça s'apprend sur le terrain, ça s'apprend en pratiquant. Voilà.
On acquiert une espèce oui, c'est ça, on recrée une toile de fond, on rassemble les choses. C'est ça qui est merveilleux aussi dans ce métier. Voilà, on croise toutes les sources pour être sûr d'avoir la bonne famille, d'avoir identifié la bonne personne et d'avoir retrouvé le bon titre de propriété. Voilà. Mais vous, là, individuellement, vous êtes juriste de formation initiale ou absolument pas? Moi non plus. Vous? Pas de formation initiale, mais j'ai une double formation. D'accord. Voilà. À la fois en droit et en histoire. Un généalogiste peut-il, à la demande d'un héritier recherché, le renseigner sur le coût de sa mission et du montant total de l'assurance vie laissée, qui doit être partagé entre chacun des héritiers? Il a été mentionné par l'assureur. Dans le cas de je vais la relire parce que je l'ai assez mal lu, je vous avoue. Non, c'est pas ça, mais non, mais il faut avouer. Un généalogiste peut-il, à la demande d'un héritier recherché, le renseigner sur le coût de sa mission et du montant total de l'assurance vie laissée, qui doit être partagé entre chacun des héritiers? Il a été missionné par l'assureur. Mais qui il, le généalogiste? Le généalogiste, hein, ouais. Je suppose. Je pense que c'est ça, c'est quelqu'un qui a été contacté par un généalogiste, missionné par un assureur, et cette personne veut savoir si le généalogiste peut le renseigner sur le coût de la mission et le montant total de l'assurance vie. Non. Voilà, c'est peut-être Olivier qui va pouvoir répondre. Non. Moi, je suis mandaté par des organismes bancaires pour retrouver des bénéficiaires de contrats d'assurance vie. La clause, c'est forcément mes ayants droit. Après, le généalogiste peut donner à l'héritier qu'il a retrouvé la quotité pour laquelle il vient, puisque c'est lui qui va établir la dévolution successorale. Par contre, le montant du contrat, non. C'est bien ça. On ne les donne pas. On les connaît. Vous avez bien compris. On ne les connaît pas. Je pense qu'on a compris, mais on ne connaît pas le montant des contrats d'assurance vie lorsqu'un dossier nous est confié par une banque ou une assurance. D'accord. Dans quelle mesure les projets de PMA, voire GPA, risquent-ils d'impacter votre profession? Nous, on travaille purement avec l'état civil, donc à partir du moment où l'état civil dira « papa, c'est un tel, maman, c'est un tel », pour nous, juridiquement, ce seront les informations qu'on retiendra. Mais oui, il va peut-être se produire des cas assez particuliers. On n'a pas encore, il y a des supputations, il y a des montages qui ont été faits auxquels on s'est retrouvé confronté, enfin de façon fictive. Je l'ai plus en tête parce que c'était assez complexe. Mais oui, je pense que ces mesures vont avoir des conséquences. Je ne sais pas encore véritablement lesquelles. La principale problématique qui va se poser, c'est par rapport à la présomption de paternité. Ça, d'un point de vue juridique, beaucoup de notaires, avocats redoutaient un peu cette problématique-là qui va se poser, qui va vraiment se poser, puisque particulièrement avec la PMA, après, posteriorement, la GPA, c'est autre chose, mais la PMA peut remettre en cause complètement le lien de filiation paternelle. Le remet en cause, d'ailleurs. Aujourd'hui, et encore demain, et ça va encore durer longtemps, l'acte d'état civil fait foi. Donc, on a des cas de dossiers qui sont pas si complexes, où des enfants sont reconnus par quelqu'un, mais qui connaissent tout à fait leur père biologique, et qui n'ont aucun droit à faire valoir sur la succession de leur père biologique, parce que l'acte qui fait foi, c'est l'acte juridique de naissance. Donc, PMA, GPA, etc., etc. Ça n'aura pas forcément d'impact. Sauf si la loi change. Sur la détermination filiative par rapport aux parents déterminés dans les actes, non. Après, est-ce que si on a des remises en cause des principes filiatifs qui fondent le droit civil français actuellement, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'état civil va suivre ou pas? Et comment ça va être géré? Je ne sais pas. Pour l'instant, je crois que personne ne peut répondre. Nous, c'est le lien juridique, donc il faut qu'il soit établi soit par un jugement, ça peut être un jugement, soit à l'état civil avec une reconnaissance. Dans certains cas, il y a même des désaveux de paternité, c'est-à-dire qu'une personne peut être née d'un monsieur Dupont et d'une madame Durand, et qu'à une date quelconque, monsieur Dupont obtienne un jugement disant qu'il n'est pas le père de l'enfant. Donc nous, on se place toujours à la date la plus récente des mentions sur l'acte, c'est-à-dire que quand on va retrouver cette personne, si monsieur Dupont vient de mourir, mais qu'il y a un désaveu de paternité, cet enfant-là n'aura plus aucun droit dans la succession. Voilà. Avez-vous déjà eu à rechercher l'ensemble des propriétaires d'une parcelle appartenant à un bien non délimité? Eh oui.
Ô combien? C'est un cauchemar. Alors, heureusement, les cas sont rares. Oui. Bien souvent, les notaires vendent les parcelles de biens non délimités dans les successions, en précisant que c'est un bien non délimité, donc c'est une quotité sur une zone, quoi, sans chercher à comprendre, sans chercher à savoir qui sont les autres ayants droit. Même les notaires sont quand même très mal à l'aise avec ces biens non délimités, en fait. C'est une véritable horreur, ça. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que vous avez un dernier commentaire, un dernier conseil, quelque chose pour clôturer la session? Écoutez, non, on est à la disposition des membres de l'UNGE pour répondre à leurs questions. Il n'y a pas de souci. Voilà, de toute façon, donc pour rappel, le PowerPoint complété par les 2 derniers cas, vous avez exposé oralement, sera transmis à l'ensemble des participants, ainsi que le lien MP4 pour revoir ou voir, pour ceux qui n'ont pas pu se connecter en direct, la vidéo de la formation d'aujourd'hui. Moi, je vous remercie tous les 3, Madame Malfond-Masson, Monsieur Moine et Monsieur Debras d'avoir été parmi nous cet après-midi en studio. Merci à vous. On nous demandait combien de généalogistes en France. Est-ce que vous avez une idée? Autour d'un millier, je crois. Non, même pas. Si vous voulez, la profession est organisée en syndicats professionnels et ces syndicats sont fédérés dans une union. En tant qu'individu, je pense qu'on est à peine 500 et en termes de cabinet, je sais pas, 300 peut-être, non. On est une toute petite profession. Peut-être un peu plus, quand même, Isabelle. Alors, mettez tout de cabinets. Non, en termes d'individus, peut-être. En termes d'individus, je pense. Mais je parle de chercheurs. Parce que, oui, les autres n'existent pas pour un généalogiste. Non, d'accord, non. Isabelle est très puriste. Bon, alors 1000 si vous comptez les secrétaires, toutes les personnes qui peuvent graviter dans un cabinet de généalogie un peu important, effectivement. Mais c'est très confidentiel comme On nous demande, et dans chaque département, vous n'allez pas répondre, mais est-ce qu'on a une idée d'une proportion de généalogistes par département? Ça n'a pas de sens, en fait. Non. Voilà. Non, parce que sur Paris, vous en avez une forte concentration. Moi qui suis en Haute-Loire, je suis seule sur plusieurs départements aux alentours, donc... Non, en plus, on n'a pas de compétences territoriales, si vous voulez. Ça n'a pas de rapport avec... On travaille où on veut et on n'a pas de limite dans notre périmètre d'action. Oui, c'est bien. En revanche, qui va... qui vous sollicite. Voilà, c'est ça, oui, ça dépend des liens avec les personnes. Ouais. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs cabinets, un peu comme les nôtres aussi, au sein des syndicats qui se connaissent, peuvent répondre à des demandes sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que vous pouvez missionner un généalogiste, par exemple Olivier à Lyon, qui a un dossier un peu urgent, peut solliciter un de ses confrères sur la région parisienne, solliciter un autre confrère sur la Loire-Atlantique. Enfin, il y a tout un maillage qui fait que, grosso modo, on est à même de répondre quand même très rapidement sur l'ensemble du territoire national. À l'international, on vous en a parlé, c'est plus complexe, mais voilà, on a quand même un bon maillage. Donc, pas d'inquiétude sur les répartitions géographiques, si je dirais, mais quant à répondre sur le nombre de généalogistes présents par département. Non, ça n'a pas rapport, mais c'est vrai qu'il y a des zones, il y a une bonne concentration. Oui, des grandes villes sont bien, voilà, et puis d'autres parties de la France un peu plus désertées. Je vous remercie. Je soumets aux participants un court sondage qu'on a l'habitude de leur soumettre pour qu'ils puissent nous informer d'une question éventuelle à laquelle nous n'aurions pas répondu, mais normalement on a fait le tour, ou de suggestions de formation, parce que je le transmettrai à l'UNGE si jamais il y en a. Et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir fait les Merci à vous. Merci.